Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le management pour vous donner des clés pour apprendre à manager en période d'incertitude. Vous êtes déjà 120 en ligne, mais nous vous attendons encore plus nombreux. Allez, Elodie, on va y aller. Du coup, on va commencer peut-être. Allez, c'est parti. Alors, quelques petites règles avant de débuter cette conférence. Donc, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à le faire via le chat sur la droite de la plateforme. Notre modératrice Perrine se charge de les identifier et nous y répondrons en fin de conférence. Donc, attention sur ce chat. La règle de base, bien entendu, c'est la bienveillance. Et ne répondez pas entre vous. Nous sommes là pour ça. N'hésitez pas à partager vos expériences tout au long de cette intervention et à réagir sur ce qu'on pourra vous dire. Vous avez en haut à droite de la plateforme 3 boutons qui vont vous servir. Le premier pour télécharger le document, le deuxième pour noter le webinaire en fin d'intervention et le troisième pour pouvoir demander une prise de contact. Donc, n'hésitez vraiment pas à les utiliser. Donc, je suis Elodie Lévy, je suis en charge du pilotage de l'activité prévention et promotion de la santé au sein du groupe Aesio, qui deviendra au 1er janvier 2021 Aesio Mutuelle. Et donc, je suis Catherine Poussin. Moi, je suis responsable sur le marché des entreprises et du pro, sur la partie commerciale, et j'interviens sur la région PACA. Donc, ce que nous vous proposons pour commencer, c'est de répondre à un sondage que vous trouverez sur la droite de votre écran. Donc, quel est l'aspect de votre management qui vous préoccupe le plus actuellement? Donc, vous n'avez le droit qu'à une seule réponse. Je sais qu'il y a sûrement plusieurs aspects qui vous préoccupent, forcément. Qu'à une seule réponse. Qu'est-ce que nous allons regarder? Donc, nous allons voir dans un premier temps les défis du manager d'aujourd'hui. Quels sont-ils? La période a changé beaucoup de choses. Comment gérer sa propre charge mentale? En 3, nous regarderons comment restaurer le bien-être des personnes. Et finalement, dans la 4e partie, l'important aussi, c'est de restaurer le bien-être du collectif. Alors, le défi du manager aujourd'hui, quel est-il, Elodie? Oui, alors je vais vous parler du défi des managers. Peut-être que Perrine, nous avons peut-être les résultats du petit sondage auquel vous avez répondu, ou est-ce que on vous le partagera un peu plus tard? On regardera ça un peu plus tard. Ouais. Alors, si on fait un petit résumé des épisodes précédents, on voit que le premier confinement a été un événement soudain qui a été massif et rempli d'incertitudes. Il a aussi été source de nouvelles contraintes et vraiment, ça a été pour tout le monde une course d'endurance qui finalement n'est pas encore terminée. Donc cet événement a entraîné pour les équipes une vraie fatigue du fait des contraintes et des enjeux qui sont plus forts, en tout cas qui sont différents aujourd'hui. Et il a fallu être encore plus proche, encore plus à l'écoute des équipes. Toi, Catherine, je crois que tu as peut-être ressenti ce genre de situation. Oui, c'est vrai que dans cette période, il a fallu vraiment réagir très vite, voir si on avait un collaborateur qui était plus en difficulté. Et vraiment, l'important, c'est de ne pas laisser traîner. Mais même maintenant, aujourd'hui, en visio, on peut se rendre compte de certaines choses. Et moi, j'ai tendance à appeler plutôt dès que la visio se termine pour voir ce qui s'est passé. Je crois que toi, tu m'as donné une technique que je vais utiliser aussi, Oui, Élodie. tout à fait. Moi, en Ouais. réunion, quand je sens que j'ai un collaborateur qui est peut-être, enfin, en tout cas, que je sens un peu moins bien, un peu fatigué, je lui envoie un petit message sur la messagerie instantanée en privé pour savoir comment ça va. Et puis, si vraiment je vois que ça va pas, eh bien, on passe, je fais comme toi, je passe un petit coup de fil. D'accord. Donc, au-delà de la fatigue, ce confinement a pu entraîner aussi des incidents relationnels au sein du collectif et notamment dans la communication en tant que manager. On a pu avoir des propos un peu maladroits tels que les vacances sont terminées, hein, on va se remettre au travail quand le confinement a été terminé. Avec quand même, il faut le dire, des belles expériences et des nouvelles habitudes que les collaborateurs ne voudraient pas forcément perdre. Aujourd'hui, le management n'est plus forcément lié aux horaires ou aux lieux et les repères anciens ne sont plus d'actualité. Et puis, on a pu se rendre compte aussi que ce confinement a pu avoir des conséquences sur la cohésion d'équipe, donc en positif ou alors dans un autre sens de manière plutôt négative.
Sur la cohésion d'équipe, Catherine, tu peux nous en parler un petit peu? Je crois que dans cette période, c'est vraiment très important, c'est de maintenir la cohésion au moment où on ne se voit pas forcément tous les jours comme auparavant. Et c'est vraiment la clé pour éviter l'isolement. Donc, on verra un peu plus tard dans cette webconférence, on évoquera des sujets pour éviter l'isolement des membres de son équipe et créer une cohésion même à distance. Et d'ailleurs, à ce sujet, dans le résultat, si on regarde le résultat du quiz, juste, je vois que c'est quand même 29%, donc c'est la chose la plus likée, on va dire, par nos. C'est avoir avoir de nouveau de la cohésion dans les équipes. Vous verrez qu'on peut en avoir malgré tout ça et que on va vous donner des clés pour recréer de la cohésion. Ce qui peut montrer aussi qu'il a pu y avoir une dégradation des relations au sein de ce collectif. Et pourquoi est-ce qu'on a eu cette dégradation? Eh bien, ça a pu être lié à des écarts entre la perception de la crise et les mesures qui ont été prises au sein des entreprises, par exemple. Aussi aux différences entre les postures de chacun par rapport au confinement, la possibilité de s'impliquer dans la charge de travail ou pas a pu entraîner une dégradation du collectif, tout comme les différences de perception au niveau des contributions ou aux prises de position qui ont pu être différentes pendant cette période. Ça a pu être une dégradation liée aux circonstances même de la crise sanitaire qui ont pu remettre en question la nature même de l'activité. Je peux en parler parce que en tant que responsable d'une activité prévention, le confinement a fait qu'on a stoppé complètement notre activité, ce qui a pu engendrer des petites problématiques, en tout cas plus de problématiques relationnelles au sein de l'équipe. Et le risque dans ces cas-là, c'est vraiment de voir apparaître des écarts de valeur. Et c'est notre rôle en tant que manager d'être attentif à tous ces signaux qui peuvent apparaître, de cadrer dès qu'ils apparaissent pour éviter des dérapages au détriment de ce collectif. Et dans ces cas-là, le manager a vraiment un rôle à jouer dans les relations interpersonnelles. Et c'est à nous, managers, de régler cette dégradation des relations entre les équipes. On fait un petit focus quand même sur le sondage. On en a parlé tout à l'heure. Donc, 23% d'entre vous manifestent une difficulté à détecter le niveau de santé des collaborateurs. 10% faire en sorte que nos collaborateurs soient plus motivés et engagés, donc ont besoin de motiver et d'engager plus leurs collaborateurs. Et puis 13%, ce qui les préoccupe aujourd'hui, c'est de garder la relation et l'échange en distanciel. Et puis 23%, gérer ma charge mentale. Les 29%, on l'a vu, donc on est pleinement dans ce qu'on va évoquer au cours de cette conférence. Comment gérer sa propre charge mentale? Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, gérer sa propre charge mentale. Le management est devenu plus complexe dans cette période. Effectivement, depuis mars, on a changé complètement nos façons de manager. Donc, on a géré des situations inédites. On a fait face à la distance, parfois à l'isolement. Ça nous est arrivé, on arrive vraiment donc aux limites de l'agilité. On est parfois frustré parce qu'on voudrait faire plein de trucs et puis on ne peut pas se voir, on ne peut pas faire ce qu'on voudrait faire, Élodie, forcément. Et puis, on s'est remis en cause. On voit qu'au sortir du confinement, il y a des collaborateurs qui finalement ont envie de faire les choses différentes. Nous aussi, on remet en cause nos pratiques individuelles, collectives. Et tout ça provoque il peut y avoir un risque d'injonction paradoxale, c'est-à-dire des informations contradictoires qui viennent parfois perturber la relation entre les uns et les autres. Donc, ça a été vraiment cette période une course d'endurance. Il a fallu être présent, disponible. Et puis, du coup, notre charge mentale s'en est trouvée accrue. On est beaucoup plus fatigué. D'ailleurs, il y a un sondage, Élodie, tu me faisais part d'un sondage l'autre jour sur la charge mentale et notamment sur l'épuisement professionnel, c'est le terme que tu cherchais. Effectivement, il y a une étude qui a été menée au sortir de la première période de confinement et on a interrogé les travailleurs qui ont déclaré, en tout cas le double de travailleurs ont déclaré être en épuisement professionnel. Donc, on est passé de 9 à 18% de personnes qui se sentaient en épuisement professionnel, ce qui est énorme.
Oui, tout à fait. Ben, moi, par exemple, je me suis rendu compte, mais il m'a fallu un certain temps, c'est-à-dire que je me sentais fatiguée. J'ai déployé beaucoup d'énergie pour créer de la cohésion, pour que ça mixe, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'est que je me rechargeais pas en énergie comme c'était le cas, comme c'est le cas en Mmh. physique quand même. Donc, bien sûr, mes collaborateurs, mes collègues m'en ont donné, mais c'est vrai que c'est ça qui manque au Mmh. final, c'est cette énergie qu'on peut se communiquer les uns les autres. Et puis, il a fallu aussi faire face parfois à des choix d'entreprise. Des choix d'entreprise qui étaient souvent parfois loin des besoins du terrain. On a tous vu arriver dans nos entreprises, dans nos organisations, des choses où on s'est dit, mais nous, sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Et ça, il fallait le gérer avec les équipes et puis avec la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on a pu voir comme réaction naturelle? Donc, certains ont tardé à mettre le pied à l'étrier. Nous, ce qu'on a fait très vite avec l'équipe, on a fait une réunion de brainstorming. Hein, je crois que c'était, pour vous dire, c'était le premier jour du confinement. Réunion en visio. Je crois qu'à l'époque, on n'avait pas forcément la visio. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire dans cette période? On ne peut plus aller voir nos clients, on peut plus. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et voilà, on s'est de suite mis en action et je crois que c'est ce qui nous a permis d'avancer tous ensemble. Autre réaction naturelle dans ces conditions un peu particulières, c'est de faire front sans critère de hiérarchisation. On peut être tenté, confronté à une urgence, de s'atteler immédiatement à la tâche sans prendre le temps de déterminer des critères de priorisation. Et ça, pour le coup, c'est un vrai risque dans la gestion des projets. Mhm. On a aussi cherché à faire tout en même temps. Hein, j'imagine que ça te Oui, parle, tout hein, à fait. Elodie. C'est-à-dire qu'on a voulu être, on va dire, au four et au moulin, répondre aux mails, au téléphone, etc. Et puis finalement, tout ça fait qu'on est moins efficace, on a moins hiérarchisé les choses et on a été moins efficace. Et du coup, le fait d'être multitâche est énergivore. Et voilà. Donc vraiment, il faut hiérarchiser les choses et arriver à garder des moments pour chaque chose. Et quand on cherche à faire beaucoup de choses en même temps, on cherche aussi à à mettre la barre très haut parce que on a chacun notre orgueil et qu'il est piqué quand il s'agit de relever un vrai défi. Par contre, il ne faut pas surestimer nos capacités dans ces cas-là parce que on n'est jamais satisfait de ce qu'on produit parce que la barre est tellement haute qu'on ne l'atteint pas. Et ça peut entraîner de la fatigue, une fatigue chronique et du stress. Et finalement, il vaut mieux apprendre à respecter ses propres limites qu'à essayer d'aller au-delà. Il faut aussi faire attention aux phrases toxiques. Le soit fort, soit parfait, fait plaisir. Ouais, c'est un peu ce qu'on nous a inculqué plus jeune, hein, c'est dépêche-toi, voilà. Euh, Exactement. donc voilà. Et c'est vrai que voilà, ce sont des phrases qui sont ancrées en nous et il faut arriver à s'en détacher. Surtout qu'elles ont des conséquences sur les comportements de l'équipe. Oui, c'est ça. Il faut aussi déterminer des critères de priorisation. Alors oui, tout à fait. Ça fait partie des outils qu'on peut mettre en place pour vraiment contrebalancer ces attitudes négatives. On va vous en donner d'autres. Hein. Le premier, ce sont effectivement les critères de priorisation. Et ces outils vont aussi vous permettre de restaurer la confiance que vous avez en vous-même en qualité de manager. Par contre, ça fonctionne, ces outils, que si vous êtes disponible, aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc, le premier de ces outils, tu le disais, Catherine, c'est de déterminer des critères de priorisation. Ça peut être utile vraiment de s'inspirer des pratiques de logistique pour fixer un critère qui soit arbitraire en matière de priorisation. Ça permet de déculpabiliser et puis ça force à ne réaliser qu'une seule chose à la fois. Tu le disais tout à l'heure, hein, Catherine, on a ce risque de vouloir tout faire en même temps. Par exemple, on peut prioriser en fonction de la chronologie. Premier arrivé, premier traité. Ou le temps que le dossier peut prendre. Et dans l'idéal, il faut aussi coupler ces critères de priorisation à d'autres formes arbitraires basées par exemple sur la gestion de son énergie et de l'intérêt qu'on éprouve pour mener son projet. Alors on peut soit commencer par les projets les moins intéressants ou finir par cela. Et une fois ces critères fixés, il faut les hiérarchiser pour permettre d'organiser son activité et d'anticiper les échéances.
Il faut donc l'outil 2, c'est aussi suivre ses réalisations. Donc ça veut dire tenir à jour une liste des réalisations personnelles parce qu'on connaît tous, on a tous vécu et régulièrement une journée où on n'a pas arrêté et le soir on s'est dit mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis passée du coq à l'âne et en fait j'ai l'impression que j'ai rien fait alors que je n'ai pas arrêté de la journée. Donc de lister tout ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de renforcer son sentiment d'efficacité, de valoriser son niveau de contribution et puis de mieux parvenir à se déconnecter, hein, vraiment tout ça listé. Moi, par exemple, pendant le confinement, j'ai pris l'habitude tous les soirs de remplir un petit post-it sur lequel je notais ce que j'avais fait, mon compte rendu de la journée, on va dire, et puis mon état d'esprit du moment. Et je le collais sur un mur derrière moi. Et à partir de là, j'avais terminé ma journée. Je pouvais partir de cette pièce qui me servait de bureau et retourner à ma vie personnelle. J'avais bouclé ma journée. C'est le petit mur de petits morceaux de toutes les couleurs qui étaient derrière toi quand on a travaillé. C'est ça, tu as D'accord. remarqué. Et en plus, tu as vu, il y a des couleurs. J'ai bien respecté l'ordre des couleurs. C'est très coloré. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi, je le laisse parce que c'est aussi me rappeler qu'on a fait des choses très sympas pendant cette période et des choses différentes. Un troisième outil que l'on peut vous partager, c'est la négociation. Négocier l'objectif, les moyens ou les délais. On l'a tous vécu, hein, accepter spontanément des objectifs qu'on nous fixe, parce qu'on veut se rendre utile, parce qu'on veut aussi faire plaisir à son manager. Et finalement, on se focalise sur les risques immédiats. Je ne vais pas donner satisfaction à mes commanditaires plutôt que de considérer vraiment les risques que ça entraîne à moyen terme de répondre à ces urgences. Ces risques, ce sont effectivement la non-tenue des engagements et ce fameux épuisement professionnel dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça peut vraiment être utile de négocier l'objectif, négocier les moyens ou les délais au moment où le manager nous confie cette mission. Mais alors, comment est-ce qu'on fait sans que finalement ça passe pas pour une remise en question de la demande de la part d'un supérieur hiérarchique? En fait, il faut intervenir auprès de votre hiérarchie pour négocier, pour défendre votre équipe. Il y a un risque. Alors, on peut se dire qu'il y a un risque puisque ça pourrait apparaître comme un aveu de faiblesse. Mais en fait, non, parce qu'il faut vraiment avoir du courage pour négocier, pour expliquer qu'on n'est pas forcément en capacité de répondre à l'urgence. Donc, comment est-ce qu'on peut négocier? Ça passe par 5 étapes. Tout d'abord, il faut poser des questions ouvertes pour contextualiser la demande. Et puis, il faut prendre un temps de réflexion, même s'il est court, pour réfléchir vraiment à la meilleure stratégie de mise en œuvre. Je vous rappelle, le premier outil, les critères de priorisation. Là, vous pouvez les utiliser. Il faut partager la stratégie que vous avez mise en place avec votre manager et vraiment poser sur la table tous les scénarios possibles en identifiant tous les risques. Et puis, il faut mettre le manager en position d'arbitrage. Et enfin, à partir de cet arbitrage, il faut convenir d'engagements qui soient respectifs. Chacun prend des engagements dans cette négociation. Et puis un quatrième engagement, Catherine, un quatrième outil, Catherine, mais qui aussi est un engagement qu'on doit prendre envers soi-même. C'est la stratégie, c'est ça, les stratégies aussi pour gérer son stress et prendre soin de soi. Tout à fait, parce que pour bien s'occuper de ses équipes, il faut d'abord s'occuper de soi. Et pour s'occuper de soi, ça passe par le respect des équilibres de vie. Tu le disais tout à l'heure, tu fermais la porte de la pièce qui te servait de bureau pour rentrer dans ta vie personnelle, ce qui n'est pas toujours simple en période de télétravail où les frontières sont toujours plus floues. Il faut savoir être disponible, mais pas tout le temps et pas à n'importe quelle condition. Il y a des temps perso qui ne doivent pas être négociables. Il faut aussi savoir prendre du recul, notamment quand on rencontre des problématiques au travail. Et puis, il faut agir sur ce qui nous stresse. N'oubliez pas, les outils qu'on vous propose vous aident justement à limiter ce qui vous stresse. Et puis, il faut aussi savoir trouver du soutien, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Je crois que de ton côté, Catherine, ça a été plutôt un soutien auprès de tes pairs. Oui, c'est ça. En fait, très vite aussi, on s'est senti en tant que manager un peu seul au milieu de tout ça. Et avec mes collègues responsables commerciaux au niveau national, on a très vite fait ce qu'on appelait un café Teams. On s'est retrouvés une fois par semaine à un horaire bien défini.
pour parler. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé sur nos émotions, sur ce qu'on ressentait et puis aussi sur qu'est-ce qu'on faisait avec nos équipes, comment on avançait. Et ce Café Teams perdure toujours, on le continue, donc l'activité a repris, mais on se retrouve régulièrement, bien qui veut. Et vraiment, c'est un partage de bonnes pratiques et c'est vraiment très enrichissant et et vraiment voilà, salutaire pour tout le monde. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça avec vos collègues, qu'avec vos collègues managers, parce que vraiment, ça apporte, c'est d'une grande richesse. C'est un peu comme des ateliers de co-développement, en fait. Ouais, voilà, effectivement, des fois, on a des sujets. Puis même pour te raconter une anecdote, en fait, un jour, j'étais en rendez-vous, j'avais besoin d'une question. Sur le groupe de ces managers, j'ai envoyé ma question et j'ai pu répondre à mon entreprise en live. Donc, tu vois, c'était vraiment une hotline, un atelier. Enfin, voilà, en tout cas, c'est enfin, ça fait partie des choses qui permettent de passer beaucoup mieux la période et des nouvelles pratiques qu'on utilise, enfin, qu'on va continuer à faire après avoir repris une vie professionnelle normale, on va Un dire. peu plus normale. Tout à fait. Effectivement. Ces outils qu'on vient de vous présenter vous permettront de gérer votre propre charge mentale et d'être plus disponible pour restaurer le bien-être des personnes au sein du collectif. Alors, il faut faire appel à son intelligence émotionnelle, me semble-t-il, Élodie. Exactement. Alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? C'est un peu le film Vice-Versa, là, tu sais, toutes les émotions, c'est ça? Exactement. Tu vas nous Oui, tout parler? à fait. Au sein des équipes, vous pouvez avoir et vous Ouais. rencontrer de manière générale des réactions différentes. Vous avez l'hypocondriaque, vous avez l'inquiet perpétuel, le nostalgique qui a peur du changement, ou l'éternel enthousiaste, ou celui qui suit les règles à tout prix. Justement, un des outils pour restaurer le bien-être des personnes, c'est faire appel à son intelligence émotionnelle. Alors, je vais répondre à la question. L'intelligence émotionnelle, c'est une forme d'intelligence, c'est notre capacité à lire les émotions des autres, à les comprendre et à y répondre. Finalement, on utilise son intelligence émotionnelle pour adapter notre management et notre discours en fonction des caractères que l'on a en face de soi. Ces différences de réaction au sein d'une équipe doivent absolument être prises en compte quand on fait des points, que ce soit à titre individuel, mais aussi dans des points de groupe, parce que ça permet aussi de créer des espaces de discussion pour prendre un peu le pouls des équipes en matière de morale. C'est vrai qu'on reconnaît bien. Moi, j'en reconnais quelques-uns là de mes collaborateurs là-dedans. Ils se reconnaîtront aussi. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont en train de nous regarder. Ils doivent se reconnaître. En tout cas, il faut savoir s'occuper des personnes. C'est ça. Il faut vraiment. Alors, comment on s'occupe des personnes? C'est se rendre disponible pour recueillir les ressentis et les préoccupations, mais c'est vraiment être disponible, hein, être à leur écoute, parce que vider son sac, c'est vraiment, voilà, dire ce qu'on a à dire, c'est vraiment indispensable pour retrouver des émotions positives. Il faut savoir laisser sortir les émotions négatives pour repartir sur du positif. Moi, ce que je fais, c'est qu'en début de réunion, je fais souvent ce qu'on appelle une météo, c'est-à-dire je demande à chacun quelle est leur météo. Et j'avoue que c'est très enrichissant parce que ça me permet vraiment de voir de suite quel est l'état d'esprit de mon équipe et puis de percevoir des petites choses sur des états d'esprit que je n'avais pas décelés. Donc vraiment, petit conseil, météo en début de réunion, enfin voilà, c'est très efficace. Ensuite, il faut répondre et clarifier là où c'est possible, pas laisser s'installer le malentendu. Car effectivement, tout malentendu est source d'inquiétude, peut laisser part à de la démotivation parce qu'on pense ça alors que c'était pas ça. Donc vraiment, vous clarifiez. Ensuite, il va falloir impliquer et mettre ses collaborateurs en force, qu'ils soient force de proposition. Parce qu'effectivement, quand on est dans l'action, c'est plutôt libérateur. Et puis, donc, comment on fait? On donne des missions, on fait des activités de cohésion. Tout ça fait que tout le monde se sent impliqué dans la vie de l'équipe et permet d'avancer. Et puis, il faut apporter des réponses concrètes là où c'est nécessaire, arbitrer, hein, parce que notre rôle aussi, c'est d'arbitrer, d'organiser, que les conditions de travail soient les meilleures possibles, parce que effectivement, on n'a pas tous la même perception des choses, donc il faut vraiment éviter une interprétation d'un collaborateur qui pourrait penser quelque chose qui ne l'est pas et le véhiculer après par la suite. Voilà, donc vraiment clarifier et arbitrer.
Ensuite, assurer une présence de qualité, c'est quoi? C'est organiser sa disponibilité. Donc, on le disait en début de conférence, on fait tout en même temps. Donc, on peut répondre au téléphone et puis répondre à un mail, etc. Donc, c'est vraiment se dire, ben voilà, quand je suis avec mon collaborateur, la présence est de qualité. Donc, je m'assure d'être disponible. Je m'intéresse à ce que vit la personne, effectivement, et on fait ce qu'on écoute, on fait vraiment ce que, enfin, hop, pardon, on est en écoute active. Alors, attention, on connaît tous et on a tous vécu ça, d'être avec quelqu'un qui est devant son ordinateur pendant qu'il vous parle, hein, et puis reçoit un mail, un SMS, etc. Et puis d'un seul coup, ça y est, il vous a perdu, enfin on l'a perdu, et on sent que finalement il ne s'intéresse pas trop. Hein. Ça te Oui, parle, ça, complètement. Elodie? J'imagine que tu as déjà Oui. vécu ça. Alors on le fait tous, mais il faut faire très très attention à ça. Et puis, les points de vigilance qu'on aura sur cette crise, c'est la charge de travail, donc avoir pas une charge de travail trop importante, les conditions de travail, hein, être dans un bon environnement. Mais aussi, on a vu pendant le confinement, Elodie, que les conditions n'étaient pas Oui, tout optimales. à fait. Alors, Hein. sans tout dévoiler, je peux vous dire que Catherine a pu voir mes enfants sur des séances de travail. C'est vrai que le télétravail pendant le confinement a rebattu un peu les cartes des conditions de travail et c'est pas Voilà, forcément toujours simple quand c'est vie ça. privée et vie professionnelle se mélangent un petit peu. Bon, ben, c'était plutôt Oui, sympa. Même ton chat, tu l'as caché aujourd'hui. Ton exactement. poignet Il est justement, parce enfermé. qu'il aime Il est bien le enfermé. c'est ça. Et puis, on a pu avoir, il ne faut pas avoir le sentiment d'avoir un manque de soutien, il faut se sentir soutenu, c'est important, parce que c'est une période d'incertitude et l'inquiétude peut être là Tout rapidement. à fait. Et il faut aussi savoir repérer les collaborateurs qui sont en souffrance. Euh, Oui, hein. tout à fait. Alors, il y a des souffrances physiques. Oui, complètement. Comment on va les repérer? Par des signaux Alors, physiques? les signaux physiques, effectivement, alors c'est toujours plus difficile quand on est en télétravail de repérer ces signaux physiques, mais ça passe aussi par la tonalité de la voix. Ça passe aussi quand on écoute son collaborateur, quand il partage des problématiques telles que des troubles du sommeil ou des douleurs, un mal de dos, des troubles digestifs, par exemple. Ça passe aussi par des signaux mentaux. Catherine, je crois qu'il Mhm. y en a quelques-uns. Oui, c'est ça. Alors, dans les signaux mentaux, qu'est-ce qu'on va voir? Un collaborateur qui fait des erreurs inhabituelles, qui avait jusqu'à présent, qui faisait toujours assez bien, et puis qui d'un seul coup fait des erreurs inhabituelles, qui n'est pas concentré quand on lui parle, et puis qui a oublié ce qu'on lui a dit. D'un point de vue émotionnel aussi, on peut repérer quelques alertes, des personnes en hypersensibilité ou qui sont tristes ou au contraire qui sont agressifs en réunion alors qu'ils ne le sont pas habituellement. Mhm. Et dans les comportements, qu'est-ce qu'on va regarder? Quelqu'un qui néglige sa tenue vestimentaire. Hein, alors certes, on est en visio, mais c'est bien aussi quand même de s'apprêter un petit peu. Hein. D'ailleurs, dans tous les conseils qu'on peut donner, on se dit qu'il faut être habillé, se mettre vraiment en condition comme si on était au bureau. Et puis, quelqu'un qui se plaint alors que d'habitude il ne se plaint pas, qui s'isole, qui communique plus. Voilà, tout ça, ce sont des signaux qui doivent vous alerter d'un collaborateur en souffrance. Et en, Ou d'une personne, hein, d'ailleurs, de son Tout à fait. entourage. Et Hein. d'ailleurs, alors en tant que manager, il faut aussi vous faire confiance et que vous fassiez confiance à ces signaux que vous percevez. Si vous vous posez une question sur un collaborateur, c'est pas pour rien. Et donc autant explorer la problématique que de se dire que on va attendre que les signaux soient plus grands. Euh, Mhm. je pense que c'est important. Et à titre personnel, je ne sais pas si vous reconnaissez dans cette liste-là. J'espère que non, parce que ça sous-entendrait que vous pourriez être en souffrance par rapport à cette situation. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, Elodie, quand on a quelqu'un en Alors, souffrance? si on décèle une personne à risque au sein de l'équipe, il faut être une oreille attentive. Il faut provoquer l'échange. Par contre, il faut quand même situer les limites de votre action. Vous n'êtes pas un professionnel de santé, vous n'êtes pas une assistante sociale. Il faut vraiment pas sortir du cadre de management et il faut aussi savoir s'appuyer sur les bonnes ressources, les ressources qui sont légitimes. Vous avez sur le slide quelques exemples des collègues, des relais au niveau de la direction des ressources humaines. Vraiment, ne prenez pas un rôle qui est différent de celui du manager.
On va passer maintenant à restaurer le bien-être du collectif. Comment on restaure ce Oui, bien-être-là? complètement, parce que au-delà du bien-être des personnes, ben, nous, managers, on doit aussi savoir agir sur le collectif. Et donc, ben, pour restaurer ce bien-être du collectif, il faut savoir le développer. Et ça passe par 3 dimensions du bien vivre en collectif. Il faut d'abord poser un cadre opérationnel à l'équipe. Il faut aussi lui apporter une dimension relationnelle par le lien, par la confiance et savoir donner ou redonner du sens au travail, ce qui n'est pas toujours simple dans ces circonstances actuelles. Donc, c'est vraiment important de doser chacune de ces 3 dimensions en fonction de la situation au sein d'une équipe parce que ben, chaque ingrédient finalement est différent. En tout cas, on doit le doser différemment en fonction de l'équipe. Toi, Catherine, sur cette dimension plutôt stratégique de donner du sens, tu as expérimenté des choses? Oui, en fait, tout à l'heure, je vous disais on s'était mis en réunion de suite, en brainstorming pour savoir ce qu'on allait faire. Et très vite, on s'est dit, avec qui nous travaillons essentiellement avec des chefs d'entreprise, des responsables RH. Et du coup, c'est des gens qui étaient en difficulté parce que leur entreprise était fermée. Et on s'est dit, on n'est pas là que pour payer des prestations, on est là aussi pour être à leur écoute. Et on a de suite décidé d'appeler tous nos clients chefs d'entreprise et puis voir comment ils allaient, voir s'ils avaient besoin de quelque chose, si on pouvait les aider. Et c'est ce qui a donné un sens à notre mission, en fait. Hein. C'est ce qui a donné un sens et qui fait que le collectif, on avait notre mission, on avait notre projet et ça a fonctionné. Donc, je vous propose de vous donner quelques leviers pour restaurer ce bien-être du collectif. Ça permet de donner des principes de fonctionnement pour l'équipe dans sa globalité. Par contre, il n'y a pas d'ordre dans l'application de ces leviers, hein, il y en a 4. Ça dépend vraiment des individus, ça dépend du contexte et ça dépend du problème aussi, en tout cas de l'enjeu de ces leviers. Donc, le premier, c'est de redéfinir un socle commun. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir des comportements tels que de la fatigue, une charge émotionnelle forte ou l'individualisme qui s'accroît. Donc pour éviter tout ça, il faut déjà établir un cadre horaire qui soit adapté à titre individuel, mais aussi au niveau du collectif. Il faut aussi savoir dynamiser les canaux de communication et ritualiser des temps d'échange. De la même manière, hein, il faut que ce soit au niveau des points individuels ou des points d'équipe. Il faut savoir favoriser des temps informels. Ça, je crois que Catherine, tu es une spécialiste pour favoriser des temps Oui, informels. c'est ça. Par exemple, notre première réunion d'équipe au sortir du confinement, on s'est retrouvés au bord de la mer. Alors certes, il faut avoir Eh la oui. mer dans son secteur, hein, je reconnais, mais on s'est retrouvés au bord de la mer avec l'équipe et en fait, on a pu parler de ce qui s'était passé, et cetera. Mais c'était vraiment un temps informel où aussi on a partagé un bon moment et ça, c'est très important de ne pas parler que boulot, boulot, on va dire. Alors, on va quand même reparler un petit peu boulot parce qu'il faut aussi vérifier C'est le vrai. périmètre des procédures en place, voir les procédures qui sont encore applicables aujourd'hui et puis les nouvelles qui ont émergé du fait de ce contexte particulier. Il faut aussi réguler le travail en priorisant, on en a parlé tout à l'heure, hein, de la priorisation, en travaillant aussi sur l'équilibre entre l'équité entre les collaborateurs d'une équipe et l'animation des talents et des forces. C'est un peu un risque au sein d'une équipe. Et puis, il faut aussi avoir une vigilance par rapport à un syndrome qui est apparu pendant le confinement, qui est le syndrome de la cabane. Catherine, tu es la spécialiste du syndrome de la cabane. J'adore ce syndrome. Non, mais en fait, le syndrome de la cabane, mais c'est vrai qu'on a toujours, on rêve tous de partir dans une cabane au fond des bois où on sera pas atteint par, tout le quotidien et en fait, nos maisons sont devenues ces cabanes protectrices, où on s'est senti bien et certains collaborateurs ont eu du mal à sortir de cet environnement-là. Moi, par exemple, j'ai des conseillers qui avaient très envie de repartir en rendez-vous dès la fin du confinement, et puis d'autres pour lesquels ça a été un petit peu plus long. Il a fallu prendre un peu de temps. Donc, on a tous des collaborateurs qui peuvent être dans cette situation. Donc, vraiment, l'idée, c'est de faire du pas à pas, c'est d'y aller petit à petit pour les faire sortir de leur tanière, on va dire, petit à petit. Et puis, si on part sur le levier 2, ça va être travailler la reconnaissance. Alors, comment on travaille la reconnaissance envers ses collaborateurs? C'est vraiment travailler sur des feedbacks, se donner, parler de ce qui s'est passé de façon positive, qu'est-ce qu'il y a eu de bien, etc. Et puis, c'est aussi
accepter que nous, managers, on a un feedback de l'équipe, c'est-à-dire savoir ce qu'ils pensent de notre façon de fonctionner et puis être accepté de parfois revoir des choses parce qu'elles ont été, enfin, elles n'ont pas été perçues comme il faut ou en tout cas, ils ont besoin d'autre chose que ce qu'on leur apporte. Donc ça, vraiment, c'est le conseil voilà, de faire un feedback avec son équipe, c'est toujours très enrichissant. Et puis, au sein de l'équipe, il faut vraiment valoriser le rôle de chacun parce que tous, dans un collectif, tout le monde a une importance et son rôle à jouer. Donc, valoriser chacun. Moi, pour ça, j'ai l'habitude de faire ce qu'on appelle les réussites de la semaine. Donc, les réussites de la semaine, forcément, on a tous une réussite dans notre semaine. Hein. Ça peut être souvent professionnel, hein, on travaille là-dessus, mais ça peut être aussi personnel. Et c'est montrer que quoi qu'on fasse, même s'il y a des choses négatives qui se sont passées dans la semaine, on peut toujours chercher du positif. C'est une bonne idée, je note. Note-toi. Et puis après, on va favoriser aussi des temps de regroupement informels et formels. On le parlait, je te parlais de la plage, mais on peut aussi faire d'autres choses informelles au bureau. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir des temps où on va pouvoir parler, où la parole est ouverte et que tout le monde se sente en confiance pour parler et que ce collectif soit heureux de se retrouver ensemble. Alors, moi, j'ai une équipe que je manage à distance, et toi aussi, je crois. Donc, voilà, ce temps informel, effectivement, la machine à café, j'ai quelques collaborateurs à la machine à café, mais on peut le retrouver dans des réunions Teams aussi, enfin des réunions en visio. Voilà. Et puis, célébrer les étapes importantes, hein, les réussites, on en a parlé, puis des projets qui ont avancé régulièrement. Valoriser chacun dans le groupe et la capacité du groupe à s'adapter aux événements et à avancer ensemble. Vraiment, ça, c'est primordial. Travailler sur la reconnaissance, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, j'ai l'habitude de dire, je vais utiliser cette phrase et que mon équipe connaît bien, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, je pense que ça résume à peu près. Donc, c'est vraiment privilégier des activités ludiques. Alors justement, Catherine, j'allais te proposer, vous qui nous suivez, n'hésitez pas, on va lancer un deuxième petit sondage parce qu'on voudrait savoir si vous aussi, vous proposez et vous faites des activités ludiques avec vos équipes. Donc, n'hésitez pas à répondre oui ou non. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez répondu oui, à nous faire part de ces activités ludiques parce que c'est pas mal le partage d'expérience dans le chat. Comme ça, on pourra se donner des idées. Et puis, on peut prendre des idées, c'est ça. Moi, je recherche toujours des idées, donc n'hésitez pas. Je suis pas à court d'idées, mais je pense que on peut en trouver toujours de nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour privilégier ces liens? En fait, ces activités ludiques vraiment créent du lien et entretiennent la convivialité au sein de l'équipe et du coup, la cohésion, elle est boostée vraiment. Donc, on peut faire des cafés, on en a parlé, des cafés informels. Toi, tu sais ce que tu fais? Alors, oui, nous, on a mis en place pendant le premier confinement des réunions Comment ça va dont le titre résume assez bien la fonction de ces réunions. Alors, via Teams, hein, bien entendu, puisque les équipes sont éclatées. Se connecte qui veut, qui est dispo, qui a envie. Et puis, l'idée, c'est de se dire comment ça va, mais comment ça va vraiment. Et puis là, on vient de mettre en place en parallèle des sortes de café Teams. Donc, ça s'appelle thé ou café. Et donc, on se retrouve pour une demi-heure pour parler de tout sauf du travail. En petit groupe cette fois-ci. Très bien. Très bien. Et puis bon, à distance, on peut aussi en visio faire plein de choses hein, en réunion, comme on les faisait en face à face. Donc, faire les fameux jeux de cohésion d'équipe qu'on connaît tous. Nous, on a fait un réveil musculaire alors avec un de tes collaborateurs, oui, Elodie. Donc, c'est quelque chose effectivement qu'on peut proposer en entreprise. Hein. On peut très bien faire un réveil musculaire à tous vos salariés en visio. Donc, nous, on l'a fait, c'était hyper sympa. On a mis de la musique en plus parce qu'on avait envie que ça soit festif. On fête les événements, les anniversaires, etc. Pour la petite histoire, le dernier anniversaire qu'on a fait, on s'est tous déguisés pour faire la surprise à notre collègue qui fêtait l'anniversaire. Donc voilà, donc ça participe parce que tout le monde joue le jeu et on voit que la cohésion est là quand ça se passe comme ça. Et puis l'idée, c'est vraiment de proposer des choses inhabituelles. Moi, je réfléchis toujours à qu'est-ce que je vais pouvoir faire de différent. C'est pour ça que notre directeur général est venu assister à une de nos réunions d'équipe.
Et donc, il a parlé bien sûr des choses du quotidien, mais à la fin, il a animé pour nous un quiz Tintin. Donc, je peux te dire que quand ton DG arrive, qu'il a fait un quiz Tintin, ben, les équipes se disent, il nous a consacré du temps, il s'est occupé de nous et en plus, il a pris la peine de nous faire. Ils sont reboostés pour longtemps. Ils se disent qu'ils doivent avancer quand le DG fait ça. Et puis, il faut partager, voilà, on l'a vu, des choses personnelles, pro, etc. On a tous créé plus ou moins un compte WhatsApp dans cette période où on partage plein de choses. Voilà. Et puis, alors aussi, moi, je trouve qu'on a beaucoup marché. Moi, depuis septembre, j'arrête pas de marcher. Je nous fais C'est un peu marcher, ma Elodie. Hein, faute. c'est Alors, ça. pas de ma faute personnellement, mais effectivement, on a voulu profiter, le service prévention a voulu profiter du déconfinement pour faire marcher les collaborateurs et les adhérents pour lutter contre la sédentarité. L'idée était d'engranger des pas au profit d'associations. Donc, les gagnants, les équipes gagnantes ont pu remettre un chèque à l'association de leur choix. Et puis, dans le cadre d'Octobre Rose, parce que bon, quand même, au mois d'octobre, on a des belles causes à défendre dans le cadre du dispositif sur le cancer du sein et l'importance du dépistage. On a proposé aussi un challenge solidaire. Alors, justement, on a les résultats sur les activités ludiques. Eh ben, écoutez, moi, je m'attendais à avoir un oui massif. Donc voilà, vraiment, vous êtes 59% à nous dire non, vous ne faites pas d'activité ludique avec vos collaborateurs. Ben, tentez-le. Hein. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire, tentez-le et vous verrez que ça fonctionne. C'est vraiment la clé de la motivation, de la cohésion. Enfin, je n'aurais pas assez de mots pour vous expliquer tout ça, mais voilà. Alors, je propose qu'on passe au levier 3 parce que je vois le temps qui file et si on veut pouvoir Oui, répondre tout aux à fait. questions, et Faut a avancer. priori, il y en a Mm. beaucoup, vous en avez beaucoup. Donc, le troisième levier, c'est de favoriser la responsabilisation. C'est de passer d'un modèle managérial, je pense, donc tu suis, à la confiance, sans passer par le contrôle. Et ça passe par le développement de l'autonomie des collaborateurs, avec bien entendu un accompagnement individuel. Ça passe aussi par favoriser la capacité à fonctionner ensemble, avec bien entendu des outils communs, en libérant vraiment le potentiel de créativité de chacun. Et pour ça, il faut partager une vision, il faut donner du sens et être, en tant que manager, une ressource pour les individus, mais aussi pour le collectif. Le levier 4, Catherine? C'est ça, il faut développer le collectif. Donc, comment on développe le collectif? C'est on évalue, il faut évaluer le niveau de cohésion hein, pour que ce niveau de cohésion augmente au fur et à mesure. Et puis, renforcer la cohésion, on l'a dit, hein, on vous a donné plein de trucs et astuces, mais c'est quoi la cohésion? C'est partager des enjeux communs, se réapproprier les objectifs de l'équipe. Voilà, nous, on avait l'objectif d'être proche de nos clients chefs d'entreprise, par exemple. Ça a participé à la cohésion. Ne pas hésiter à faire des retours sur expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on conserve? Qu'est-ce qu'on enlève? Et puis, créer des espaces d'expression et d'émotion. Moi, je crois qu'en tant que manager, il faut accepter d'exprimer ses émotions. C'est fini le management des années 80 où finalement, il fallait pas laisser place à l'affect dans les relations. Moi, je crois qu'il faut quand même laisser place à ça. Et ça fonctionne, ça n'empêche pas d'être juste et équitable avec ses collaborateurs. Et on se retrouve avec vraiment une équipe, un collectif qui est développé par rapport à ça. On se fait tous confiance et voilà, on va stimuler l'équipe avec des débats, des activités. Et puis, la chose aussi, c'est travailler sur les conflits, ne jamais laisser s'installer un conflit parce qu'un conflit, si on fait on va dire, on regarde pas, on sait que ça va nous exploser à un moment donné. Voilà, il faut le traiter pour vraiment pour que la cohésion d'équipe soit complète et pas laisser s'installer de doutes. Alors, si on devait donner une recette pour réimpulser une dynamique au sein du collectif, il faudrait 3 ingrédients. Il faut faire appel à 3 grandes dimensions qui sont des valeurs pour que les collaborateurs se sentent bien au sein de ce collectif. Donc, le premier ingrédient, c'est l'inclusion. Par exemple, c'est organiser une réunion de rentrée après une période de confinement ou de télétravail total, pour vraiment favoriser le retour à la vie d'équipe, ou alors des temps de co-développement, tu en parlais tout à l'heure, ou mettre en place une vraie solidarité au sein de l'équipe. Le deuxième ingrédient, c'est l'influence. C'est réaffirmer les compétences de chacun, c'est impliquer l'équipe
dans la recherche de modes de fonctionnement conviviaux ou, par exemple, l'organisation opérationnelle à mettre en place dans ce contexte si particulier. Et puis, le troisième ingrédient pour réimpulser une dynamique au sein du collectif, c'est l'ouverture. Il faut favoriser l'expression des ressentis, tu le disais juste avant, ne pas hésiter à partager les ressentis au sein du collectif, partager les émotions, les vulnérabilités aussi, et mettre en place des activités conviviales. Alors, on va encore parler de notre directeur général. Je ne sais pas s'il est connecté, mais il aurait dû aujourd'hui, parce que finalement, quand on regarde cette recette, moi, je trouve que notre directeur général l'a bien appliqué, cette recette, pendant la gestion du premier confinement. Il nous a écrit aux collaborateurs tous les matins et tous les soirs, pendant toute la période du premier confinement. Et il a mis tous ces ingrédients-là. Il a mis de l'inclusion. On s'est tous sentis inclus dans ses messages, dans ses communications, avec une ouverture d'esprit, une vraie ouverture d'esprit. Il a partagé ses ressentis, il a partagé des choses personnelles, et finalement, il a eu une vraie influence sur l'ensemble des collaborateurs pendant cette période. Il a partagé, il est fan de Tintin, c'est pour ça qu'il nous a fait un quiz Tintin d'ailleurs. Et on a eu quelques messages sur Tintin, effectivement. C'est ça. Et puis, donc là, c'est vraiment une responsabilité, on l'a vu, tout ça, c'est une responsabilité qui est partagée. Ça ne peut fonctionner que si c'est un triptyque, l'entreprise, le manager et les collaborateurs. Et ça ne peut fonctionner que si ces trois éléments fonctionnent bien ensemble. L'entreprise est là pour protéger ses collaborateurs, pour donner un cap, pour mettre en place les gestes barrières, par exemple. Le manager est là pour soutenir ses collaborateurs. Et puis, les collaborateurs sont aussi là, il ne faut pas l'oublier, pour aussi aider le manager, soutenir le manager. Et donc, je vais conclure d'ailleurs par remercier mon équipe, parce que c'est vrai qu'en tant que manager, on a eu des périodes où on a été un peu plus down, on va dire. Et j'ai pu à chaque fois compter sur eux. Ils étaient présents. Il ne faut pas avoir honte de des fois dire ça ne va pas trop aujourd'hui, je me sens j'ai moins la pêche. Et du coup, ils nous donnent encore plus de pêche. Donc, c'est vraiment là-dessus que ça fonctionne. Et voilà, je vais terminer en remerciant cette équipe PACA qui me soutient tous les jours et qui me supporte aussi tous les jours. Donc, on va maintenant, si tu veux bien, Élodie, j'aimerais que tu nous fasses un petit... que tu nous expliques ce que c'est que le programme CAP Santé Entreprise. Que tu nous expliques ce que c'est. Tu en parlais tout à l'heure de notre possibilité d'intervenir en entreprise pour proposer des actions de prévention. Et c'est tout l'enjeu de ce dispositif, de ce programme CAP Santé Entreprise, puisque le groupe Aesio accompagne les entreprises qui lui font confiance dans la mise en place de plans d'action de prévention grâce à ce programme. Donc, pourquoi CAP Santé Entreprise? CAP pour confiance, accompagnement, prévention, qui est notre engagement en entreprise. Donc, la prévention au sein d'Aesio, c'est près de 40 collaborateurs répartis partout en France. C'est un réseau de professionnels dont on capite, en tout cas pour lesquels on fait appel pour mettre à profit leur expertise sur des sujets de santé et des thématiques pour intervenir sur le terrain. Et c'est chaque année près de 1300 actions terrain que l'on peut proposer. Donc, ce dispositif, comment il fonctionne? Il nous permet de proposer une offre sur mesure qui est clé en main et structurée en 4 étapes. Donc, la mise en place d'un diagnostic avec les parties prenantes au sein de l'entreprise, ce qui nous permet de définir les besoins de l'entreprise, mais aussi des collaborateurs. Deuxième étape, la construction du plan d'action de prévention à partir de ce diagnostic. Plan d'action qui est déployé sur le terrain et qui fait l'objet d'une évaluation qui permet vraiment de poursuivre la démarche de prévention au sein de l'entreprise. Avec Cap Santé Entreprise, ça nous permet en tout cas d'intervenir selon 3 niveaux. C'est un vrai parcours de prévention. Donc, un premier niveau d'information et de sensibilisation. On peut également accompagner nos entreprises adhérentes sur du conseil ou de l'orientation. Et puis, un troisième niveau d'accompagnement. Tout à l'heure, tu parlais de réveil musculaire. C'est tout à fait ce qu'on peut proposer sur du plus long terme à nos entreprises adhérentes pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. Donc, on intervient sur un certain nombre de thématiques, une large palette de thématiques, ce qui nous permet d'intervenir pour répondre vraiment aux problématiques identifiées au sein des entreprises, la gestion du stress, le sommeil en lien avec les rythmes de vie, les risques routiers ou, je le disais, les troubles musculo-squelettiques.
Eh bien, écoutez, cette webconférence touche à sa fin. On vous a présenté un certain nombre d'outils pour apprendre, en tout cas, savoir mieux manager en période de crise. On vous a mis également à la fin de ce support que vous pouvez télécharger quelques outils, des bonnes pratiques de télétravail. On est en pleine période de confinement, donc des outils pour bien gérer le télétravail pour vous les managers, mais aussi pour les collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à télécharger le support. Voilà. Et n'hésitez pas donc à nous contacter si vous avez besoin. Si vous voulez qu'on continue à échanger, on pourra très bien échanger via nos comptes LinkedIn à Elodie et moi-même. Donc, connectez-vous avec nous. Puis, volontiers, on répondra à vos questions via LinkedIn. En tout cas, pour l'instant, on a un certain nombre de questions qui sont arrivées. Donc, je vais prendre la première Voilà, c'est météo en début des réunions. Pensez-vous que les pairs en difficulté vont l'exprimer? Les personnes, pardon, j'imagine. Il manque des signes non verbaux, non perceptibles en télétravail. Alors, la météo, moi, je trouve que c'est vrai qu'au début, quand on fait une météo avec son équipe, c'est surprenant. La première fois, il ne s'est pas passé vraiment tout ce que j'attendais. Il faut que le temps que tout le monde comprenne. Mais quand c'est devenu un rituel, et c'est vraiment ça, ritualiser chaque réunion, chaque mois, on fait une météo. On ne va pas le faire à toutes les réunions qu'on a dans la semaine, mais chaque mois, on fait une météo et c'est vraiment très enrichissant. Et c'est vrai que la confiance s'installe. Et puis d'un petit truc, c'est-à-dire que quelqu'un qui va vous dire, ben moi, ma météo, c'est nuageux aujourd'hui. Ah ben ça vous donne un indicateur et pourtant il ne s'est pas plus livré que ça. Donc ça va permettre derrière d'aller voir, ben c'est nuageux. Donc soit il a envie de nous l'expliquer, soit il n'a pas envie et ça on respecte. Et après, nous, en tant que manager, on va pouvoir aller avec lui expliquer tout ça et cadrer tout ça. Donc vraiment, il faut le ritualiser et c'est dans le rituel qu'on trouve la confiance et qu'on voit comment sont nos collaborateurs. Alors, pendant que tu répondais, Catherine, je regardais un petit peu les questions. Donc, une Oui. question notamment d'Hélène qui indique que pendant des dizaines d'années, les entreprises ont travaillé pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Depuis le télétravail, ces conditions se sont fortement dégradées pour une grande partie des collaborateurs en termes de lieux, de matériel, de contexte familial, entraînant inégalité et impact sur la santé sans que personne n'en parle réellement. Comment faire face à cela? Alors, je pense que pour faire face à cette situation, il faut en parler avec vos collaborateurs. On le disait tout à l'heure, hein, les enfants qui passent, le chat, les conditions de travail. On travaille tous sur des chaises qui proviennent d'Europe, d'un magasin d'Europe du Nord, qui ne sont pas les meilleures conditions pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. Je pense que c'est bien de libérer la parole parce que ça permet aussi, pendant la période de confinement, on a tous voulu faire croire que tout se passait comme d'habitude et qu'on était aussi performant. Et en fait, ce n'est pas le cas. D'où cet épuisement professionnel qui a doublé. Je pense qu'il faut savoir libérer la parole. Et en tant que manager, alors j'allais dire montrer le bon exemple, vraiment entre guillemets, c'est de dire, moi, ça ne va pas, je suis fatiguée aujourd'hui. Moi, j'ai mes enfants à côté, je suis désolée, mais je ne pourrais pas être à 100% comme d'habitude. C'est de montrer aussi, c'est d'humaniser le lien professionnel et de montrer que on ne peut pas être parfait. Et même en tant que manager, on est les premiers à avoir ces ressentis qui ne sont pas toujours positifs. Et une question complémentaire de Nathalie. N'hésite pas à compléter, Catherine, si tu le souhaites. Oui. Nathalie qui est d'accord avec Hélène. Et comment inciter les collaborateurs à se confier davantage et comment les inciter à utiliser les lignes d'écoute mises en place. Alors, ce n'est pas toujours simple. Rappelez-vous, il faut faire attention. On n'est pas des assistantes sociales quand on est manager. Je pense qu'il faut faire appel à son intelligence émotionnelle et savoir doser. On connaît nos collaborateurs, on connaît les personnes qui composent notre équipe et leur manière de gérer le lien avec le manager. Il faut capitaliser sur cette connaissance et vraiment adapter son discours. Quand on sent qu'il y a une personne qui ne va pas, il ne faut pas hésiter à aller la chercher, à lui rappeler qu'il y a des lignes d'écoute qui existent, que ce n'est pas honteux de faire appel à une ligne d'écoute psychologique et que dans ce contexte inédit, rappelez-vous le résumé des épisodes précédents, que c'est un épisode, ce confinement, qu'on n'a jamais vécu. Et donc, c'est inédit. On n'est pas tous égaux face aux nouvelles situations et qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus d'aide que d'autres ou c'est aussi les inciter à en parler avec leur médecin traitant qui les connaît aussi bien ou tout simplement au sein de la cellule familiale. Je pense que la base, c'est la communication. Alors, c'est pas révolutionnaire, mais à partir du moment où on met des mots sur les mots, ça permet aussi
de mettre en place une démarche pour dire, bah oui, effectivement, je ne vais pas bien. Mais des fois, en fonction des collaborateurs, il faut les pousser dans leur retranchement, ce qui n'est pas toujours simple. C'est ça, c'est parfois compliqué, mais après, il ne faut pas hésiter à avoir des entretiens en visio, si on n'est pas retourné au bureau, mais vraiment en visio face à face, hein, quand même, il se passe des choses pendant ces entretiens. Voilà, il faut instaurer le dialogue et voilà. Mais effectivement, on arrête et à un moment donné, on ne peut rien faire par rapport à certaines situations. Je partage complètement. Catherine, on parle du syndrome de la cabane dans les questions. Alors ça, c'est une question pour toi. Comment gérer le retour en présentiel quand les collaborateurs ne le souhaitent pas? Proposer le présentiel Oui. 2 ou 3 jours est mal vécu. C'est Marie qui Oui. pose la question. C'est ça. Figure-toi que c'est celle que j'avais venais cocher pour y répondre. Les grands esprits se rencontrent. Oui, oui. En fait, c'est vraiment du pas à pas parce qu'on a tous un ressenti qui est différent par rapport à ça. Je le disais tout à l'heure, hein, il y a des gens qui vont sortir de suite parce qu'ils ont envie de voir du monde, etc. Et puis d'autres, et même moi, à un moment donné, je me suis sentie bien dans mon cocon. Je me disais, le virus ne peut pas m'atteindre, etc. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Et un collaborateur qui est très angoissé va avoir plus de mal à sortir. Donc, comment on fait pour le faire sortir? Il faut vraiment y aller pas à pas, mais ça peut être peut-être pas en allant 2-3 jours au départ, pas en disant on se retrouve au bureau, on va faire un point au bureau, ou alors ça peut être de faire une visio, c'est-à-dire se mettre au bureau avec les collègues et puis faire une visio avec cette personne qui est chez elle pour lui montrer par exemple que il se passe des trucs sympas au bureau. On fait la pause café, donc il y a ceux qui seront autour de la vraie cafetière avec leur masque bien entendu, et puis celui qui finalement va être chez lui et qui les rassurer, leur montrer que s'ils reviennent, les conditions de sécurité sont bien remplies et qu'ils vont pouvoir recréer du lien avec ses collègues. Voilà. Vraiment, c'est du pas à pas, ne pas forcer, ne pas dire non, c'est comme ça, parce que ça peut créer… et puis, ça va se faire naturellement. Moi, je vois les conseillers qui ne sortaient pas, de voir leurs collègues qui sortaient, finalement, petit à petit, il s'est passé un truc. Après, pour compléter tes propos, il faut juste faire attention à être équitable au sein d'une équipe et ne pas laisser une personne dans sa cabane alors que tous les autres au sein de l'équipe, alors que tous les autres ne le sont plus. Donc, c'est tout notre travail de management, tout en douceur, de mobiliser le collaborateur qui ne veut pas retourner au travail, de le faire à minima pour aussi se réintégrer au sein du collectif. Ouais. Alors, une question sur comment faire quand les collaborateurs veulent complètement séparer vie pro et vie perso. Quand on est en télétravail, c'est pas si simple que ça. Alors, ce sont des petits trucs, hein. Catherine vous le disait tout à l'heure. Déjà, c'est de se mettre dans la peau de la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas en pyjama, que on se met dans des bonnes conditions, on installe un poste de travail, même si c'est la table de la cuisine, même si c'est dans le salon, on installe physiquement un poste de travail, on se met dans les conditions du travail. Et puis, il faut savoir s'imposer des pauses. La pause déjeuner, on ne travaille pas pendant cette pause déjeuner. Et puis, à une certaine heure, quand vous finissez votre journée de travail, il faut apprendre à éteindre votre ordinateur, à ne pas reprendre vos téléphones portables quand vous en avez et vraiment profiter des moments personnels parce que cet épuisement professionnel dont on parle, il vient souvent de là, du flou entre les temps de vie. Et il faut savoir garder cet équilibre. Ça passe aussi par une activité physique régulière. Alors, quand on parle d'activité physique, ça peut être aller se promener, profiter des moments de pause ou de moindre activité pour aller faire un tour dans le quartier et s'aérer. Après, on est beaucoup plus efficace. Une dernière question, Catherine, des exemples d'activités de cohésion. Non, alors j'en ai une aussi. Oui, c'est pareil, mais en fait, j'en ai une dans le même style qui est comment gérer une proximité lorsque votre équipe est dispersée aux 4 coins de la France, sans lieu commun. Alors moi, elle n'est pas dispersée aux 4 coins de la France, mais elle est dispersée aux 4 coins de la région. Alors certes, c'est peut-être un peu plus facile pour se réunir, mais pour moi, c'est pareil, la cohésion. Moi, j'ai un collaborateur qui est à Nice, hein, je suis à Avignon. Il me disait qu'il n'avait jamais vécu un esprit d'équipe comme ça, alors qu'il est vraiment seul à Nice et qu'il se sent vraiment impliqué. Et tous les collaborateurs se sentent impliqués dans l'équipe. Et la cohésion, elle se fait parce que les collaborateurs n'hésitent. Moi, je n'hésite pas, ils n'hésitent pas à s'appeler entre eux, à s'entraider. On l'a dit, on met des référents pour qu'on sache que si on a une question là-dessus, on peut appeler. Ça crée du lien et ça permet d'avoir vraiment de la proximité d'équipe. On a quand même la visio qui s'est ouverte et qui nous permet de faire beaucoup plus de choses qu'auparavant.
vu que c'est beaucoup plus facile d'accéder à la visio. Donc voilà, pour moi, et puis faire des activités en visio de la même manière et des échanges informels, même en visio. Pour compléter, pour le coup, moi, j'ai une équipe répartie partout en France. On est 26 dans le service et on est 2 à Paris et tout le monde est réparti partout. On a réussi à développer, alors après, ça demande du temps, hein, mais un vrai esprit d'équipe. Et je partage, Catherine, la solidarité. La solidarité et l'échange, alors pas que les échanges dans la ligne managériale, mais les échanges entre collaborateurs, ça aide vraiment. Et on a fait la semaine dernière un séminaire à distance. Alors bon, ça manque de pas se voir, mais c'était quand même très qualitatif et toute l'équipe a été satisfaite de ce séminaire. Bon, en tout cas, on a plein de questions. Il va falloir qu'on Mais s'arrête là oui, parce que on a il dépassé est l'heure. déjà midi. Je sens notre modératrice Perrine qui est en train de dire mais c'est l'heure. Donc en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je crois qu'il faut. Il, C'est toi? il faut Il faut. effectivement vous inscrire pour recevoir un message. On va répondre à toutes les questions auxquelles on n'avait pas répondu, auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. On vous enverra les questions avec les réponses pour que vous ayez toutes les informations. Et puis vous votez. C'est C'est ça, c'est le vote. N'oubliez pas de Heureusement que je suis là noter. pour penser Merci, aux tu es choses. mon pense-bête, Catherine. Ouais, N'oubliez pas de noter cette webconférence et oui. surtout n'oubliez pas de télécharger le support avec les petits outils pour le télétravail, les bonnes pratiques pour les managers et les collaborateurs. Alors moi, je vais juste rajouter que je suis frustrée parce que j'ai vu des trucs très intéressants dans le chat sur des activités d'équipe. Et il y en a, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais regarder. J'espère que je vais trouver ça sur le net pour comprendre ce que c'était. Je suis frustrée de ne pas vous voir pour échanger avec vous là-dessus. Merci à tous en tout cas. Et puis, Une très bonne journée à tous et à voilà. toi aussi, Catherine. À toi aussi. Merci Elodie, c'était un plaisir en tout cas. Partagez. Une très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, on ne veut pas nous quitter.